Bonjour à tous, bonjour YouTube. Comme vous le savez, nous sommes sur Twitch et nous nous sommes déjà dit bonjour. Vous voyez, ils sont au taquet avec vous également. Ils nous disent bonjour, bonsoir. Ils ont des propos variés. C'est vrai qu'on publie à midi, on tourne à 21h. Bonjour, bonsoir. Moins de risques de la part de Veriron qui dit yo. Bien évidemment, les petits cœurs, les émotes, les belles émotes. Nous sommes déjà à notre 7e émission de la Védothèque. Ça fait 7 semaines consécutives que nous tournons ceci en live. Ça me fait toujours aussi plaisir. Et pour ceux qui ne savent pas, 8 cœurs, qu'est-ce que la Védothèque? La Védothèque, c'est une présentation de mon incroyable, ça c'est moi qui le dis, bibliothèque, et pas qu'un peu, bibliothèque, et pas que, je voulais dire surtout, en série. Donc vous allez avoir beaucoup de productions manga, en l'occurrence dans ma bibliothèque. Et on va parler aussi également un peu de vidéothèque, mais que ce soit autant sur le plan série et film, parce que ça existe aussi. Mais pareil, on va se focaliser sur de la production asiatique, parce que tout ce qui est américain, français, européen, souvent on le connaît et on le connaît bien. Et ce qui est dans les productions asiatiques, c'est encore un autre type de culture pour l'instant, c'est très démarqué de chez nous et c'est souvent méconnu au grand public alors qu'il y a des choses extrêmement cool à connaître. Une vidéo un petit peu spéciale, bientôt de Underlight au niveau de la barbe, youtubeur beauté. Mais je suis pas trop cool en youtubeur, je serais trop bien en youtubeur, faudrait que je vous le fasse un jour. Mais là on fait pas, là on fait le youtubeur sans faire le youtubeur. Je vais pas lire ça, Bose, mais vous pouvez le voir juste là. À la base, la Védothèque, c'est une envie juste de partager mon expérience sur le contenu du manga et sur le contenu de l'animé. Je suis extrêmement loin, vraiment loin, d'avoir une connaissance exhaustive sur le sujet, mais on parle d'un sujet qui me passionne, donc forcément j'ai un intérêt, j'ai envie de partager mes passions, j'adore partager mes passions. Et tout ceci a été alimenté par une première expérience que j'ai eue professionnelle dans une librairie spécialisée sur le manga, Japan Shop en l'occurrence, qui s'appelle le Camphrier, qui est à Strasbourg. Ils ont une boutique en ligne, vu les mesures sanitaires dans lesquelles on sommes. Si jamais vous voulez vous procurer des mangas, n'hésitez pas. Sachez, si vous découvrez la Védothèque, que tout est disponible à n'importe quel moment sur la chaîne YouTube en replay. Si vous êtes sur YouTube, le bouton de la chaîne, il est là en bas. Le bouton s'abonner, il est là. Le pouce bleu, il est par là. Et les commentaires, c'est encore en dessous. Mais ça, c'est libre à vous. Ça, c'est libre à vous. Ne vous en faites pas. Il y a le bouton partager aussi près du pouce bleu. Attention, je donne des indices. Je donne des indices. Sachez qu'en tout cas, tout est disponible en playlist et en vidéo pure. Donc, si vous voulez juste consulter les Védothèques, si vous voulez tout voir à la suite, parce qu'il y a les aftertech également, tout est séparé, numéroté, c'est bien trié. Voilà, donc j'essaie de tenir ça à jour. C'est mon petit défi personnel. Mais sans plus en rajouter, on met fin à cette introduction et on laisse la Védothèque commencer. Et donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle production manga, le 7e manga, bien évidemment. On se retrouve pour March Coming Like a Lion. Comes. Attention, n'oublie pas le S, prof d'anglais qui serait en train de me fumer là. March Coming Like a Lion. Littéralement, on devait le traduire depuis le japonais en tout cas, le lion du mois de mars. Ça donne un titre vague, surtout pour nous. Il n'y a rien de particulier en mars, mais au Japon, la rentrée scolaire, c'est en mars. C'est pour essayer de vous donner un peu de sens au titre. Chez nous, la rentrée, c'est en septembre. Chez eux, c'est en mars. C'est-à-dire que les vacances d'été, c'est pendant la même année scolaire. C'est pas un changement en fait. Il y a mon anniversaire. C'est pas pour ça qu'ils ont la rentrée à ce moment-là. Hein. Mais voilà, c'est pour vous donner un peu plus un contexte. Le mois de mars au Japon marque un plus grand tournant dans la vie que chez nous. Chez nous, c'est le mois de septembre qui marque plutôt des tournants, qui représente le début de l'année scolaire, janvier, début d'année civile. Et au Japon, bah pas du tout, c'est pas pareil. C'est mars pour l'année scolaire. Et donc ça ne donne pas du tout le même effet, bien évidemment. C'est un manga qui a commencé à être prépublié en 2007 dans différents magazines.
Et ce n'est seulement qu'en 2016, soit 9 ans après, que nous avons eu le droit à une reliure pour directement 12 tomes. Donc en septembre 2016, ils se sont dit, c'est quand même pas mal comme manga, on va tout relier ensemble, et ils ont tout compilé en 12 tomes de ce qui existait déjà. Et c'est si rapidement, en février 2017, qu'on y a eu droit en France, grâce à Kana, gentil Kana, même Big Kana en l'occurrence, qui s'est dit, non ok, ça on le prend, c'est pépite, et on l'achète. Sachez que je suis cette série depuis le début, donc depuis février 2017. Je regardais les messages par rapport aux anniversaires dans le chat, c'était ça le petit bug. Donc j'ai eu la chance de commencer ce manga en même temps que son arrivée en France, et globalement j'ai pas décroché. Vous en savez pas encore trop sur ce manga, mais plus je vais avancer dans la lecture, plus ça va vous parler, si vous avez suivi les anciennes Védothèques, par rapport à des sujets dont nous avons parlé, etc. Et quoi de mieux pour vous commencer à vous parler du manga, belle couverture, que de vous lire le magnifique synopsis. Rei Kiriyama, ici présent, est lycéen. Il habite seul dans un quartier populaire de Tokyo. Malgré son jeune âge, il est joueur professionnel de shogi. Retenez bien ce mot. Enfant, il a perdu toute sa famille dans un accident et depuis il vit dans une grande solitude. Un jour, il fait la connaissance de 3 sœurs, Akari, Hinata et Momo, ici présente bien également. Un jour, à leur contact, Rei change peu à peu. Une histoire chaleureuse dans laquelle des personnes vont peu à peu retrouver ce qu'elles avaient perdu. Un teasing et toujours pas tant de dit. Ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Vous avez eu des marques, vous avez des repères, vous avez des éléments clés, et pourtant vous en avez toujours pas trop dans l'histoire. Je trouve que déjà en termes de mise en bouche, le synopsis, il fait un travail remarquable. Ensuite, que vous dire de plus sur ce manga ? Ce manga, je vous l'ai dit, il a pris beaucoup de temps à être publié, mais pourtant ça lui a pas empêché d'autres choses. Avant même d'arriver en reliure complète, c'est-à-dire en publié par tome, là ça marque vachement plus, je pense, l'impact du format chapitre et du format weekly au Japon. C'est que c'est en 2011, donc 5 ans avant d'être relié et 4 ans après sa sortie, qu'il recevra le prix Kondasha, dont on a déjà parlé, qui est une des plus grandes distinctions dans le monde du manga. Il recevra un prix Kodansha en 2011 dans la catégorie meilleur manga. Pas de catégorie, pas de meilleur manga général, pas de shonen, pas de seinen. Meilleur manga. 2011, et Kodansha. En 2014, donc toujours 2 ans avant sa reliure, donc avant même d'être disponible sous format de tome complet, il reçoit le prix culturel Osamu Tezuka en 2014. Osamu Tezuka, pour rappel, qui est l'auteur culte d'Astro Boy, entre autres. Donc, c'est 2 distinctions qui ne sont pas à prendre à la légère, et tout ça avant même d'être disponible sous ce format-là. C'est-à-dire que ça n'existait pas, c'était que dans des weeklies, c'est-à-dire dans des gigafat magazines, et c'était publié 1 fois par semaine, ou 1 fois par mois, ça dépend les formats, mais là en l'occurrence c'était 1 fois par semaine. Et là-dessus, elle a reçu 2 distinctions. Donc je trouve que pour le coup, ça montre bien le format japonais, le format d'où ça fonctionne au Japon, et comme quoi, ça là, et nous, en France, nous sommes dérisoires dans cette culture et enfin, surtout dans l'industrie en fait. On est giga faible là-dedans. On n'a aucun poids parce que nous, on doit attendre que ces formats existent. Donc forcément, on reçoit que des produits populaires qui arrivent chez nous. Mais bon, on va parler un peu de nos personnages. Parce que comme je vous l'ai dit, le trailer, le synopsis, il vous met une bonne mise en bouche. Mais pas que. Nous, on a envie d'en savoir un peu plus. J'ai envie de vous en dire un peu plus. On va commencer par notre personnage principal, Rei Kiriyama, 17 ans au début du manga. Et du coup, il y a une vraie évolution dans le temps. C'est quelque chose de plaisant dans un manga, sachez-le, quand il y a une vraie évolution temporelle.
et que vous restez pas bloqué 30 ans à la même saison comme les Simpsons par exemple. Il y a une vraie évolution temporelle, c'est quelque chose de très plaisant. Rei Kiriyama, on l'apprend dans le synopsis, il a perdu sa famille lors d'un accident. Il perd en l'occurrence ses 2 parents et sa petite sœur lors d'un accident de voiture. Il a été recueilli à la suite par un ami de son père, donc de feu son père, qui s'appelle Koda, qui s'appelle très précisément Masachika Koda, qui va être son enseignant de shogi. Son Rei Kiriyama a un talent, découvre dès l'enfance pour le shogi, et ça va rendre jaloux les enfants respectifs de Koda. Suite à cela, suite à la jalousie qui sent et donc la tension familiale qui crée, il décide à l'âge de ses 16 ans de quitter cette famille qu'il avait recueillie pour vivre seul, car en tant que joueur professionnel de shogi, il a déjà une rentrée d'argent et ça lui a permis de s'émanciper et donc, selon lui, de ne pas faire de mal autour de lui. Ensuite, vous avez ici Kyoko Koda, qui est la fille de Masachika Koda, donc Koda qui était le père adoptif de Rei, et donc du coup son professeur de shogi également. Donc c'est un joueur professionnel, 8ème dan. 8ème dan, pardon, pour vous représenter, je crois que c'est la 2e division la plus haute, si je dis pas de conneries. Normalement, c'est 9ème et 10ème dan. Donc normalement, il est dans les 3 divisions les plus hautes. Non, je crois qu'il n'y a pas 10ème dan. En tout cas, il est dans le top des joueurs japonais. C'était une personne très stricte dans l'éducation et qui finira par favoriser Rei parmi les enfants grâce à son talent pour le shogi. Et donc là, je vous présente sa fille. Elle s'appelle Kyoko. Facile à retenir. Kyoko Koda. Qui devient, comme on l'a appris, haineuse envers Rei parce que leur père ne leur donnait plus d'attention à cause de son talent pour le shogi. Finalement, son passe-temps favori, ça va être d'harceler Rei dès qu'elle s'ennuie dans la vie, dès qu'elle se sent seule. Et elle choisit souvent ses timings. Elle choisit souvent ses timings avant ses matchs importants à Rei, donc des matchs professionnels de shogi, pour lui saper le moral, pour l'embourber dans les ténèbres. Et occasionnellement, elle est maîtresse de Goto, on n'en parlera pas trop, qui est un professionnel de shogi également, qui est 9ème dan, donc à plus haut niveau que son propre père, et qui est un personnage très imposant, Goto, physiquement en tout cas. Voilà. Donc ça, ce sont un peu le côté détracteur qu'on va rencontrer dans la série. Mais à côté, nous allons rencontrer la merveilleuse famille Kawamoto. Vous pouvez que craquer devant ces designs normalement, surtout la bonne bouille à Momo. Vous avez en l'occurrence juste en dessous de moi Akari Kawamoto. C'est la grande sœur de la famille. Et depuis la mort de leur mère, c'est elle qui s'occupe de ces 2 petites sœurs. Et en journée, elle aide son grand-père, donc leur grand-père, à tenir un wagashi. Alors un wagashi, c'est tout simplement une pâtisserie traditionnelle. Alors pâtisserie, faut pas le prendre genre c'est un croissant, c'est vraiment la pâtisserie. C'est comme si je dirais une boulangerie. Donc c'est une pâtisserie traditionnelle, c'est le nom du shop qu'on donne. Voilà, wagashi. Et le soir, en complément, elle aide parfois sa tante à servir dans le bar, un bar dont elle est propriétaire. Donc des fois, elle fait des extras en tant que serveuse dans le bar de sa tante. Elle rencontre Kiriyama justement dans ce bar, un soir justement, et elle a décidé de prendre soin de lui parce qu'elle l'a retrouvé mort sous et abandonné par ses collègues avec qui il était venu boire, parce que c'était des rivaux de shogi, voilà, c'était un peu des détracteurs et ils l'ont juste laissé mort sous dans un coin. Et depuis, elle a un peu décidé de s'occuper d'elle parce qu'elle a un gros côté maman poule qu'elle a développé à force de s'occuper de ses 2 petites sœurs. Et en parlant de petites sœurs, nous avons tout au bout Hinata, donc qui est la petite sœur d'Akari, pas besoin de vous le dire. Elle est collégienne, voilà, comme ça vous situez des tranches d'âge, elle est collégienne. Et elle a un modèle de vie, c'est d'être sa sœur. Elle tient à être aussi responsable que sa sœur, aussi exemplaire, aussi assidue au boulot. Et elle vit un peu ce que peut vivre une collégienne,
c'est-à-dire avoir des crushs sur quelqu'un à l'école, avoir envie de préparer plein de gâteaux, avoir des relations sociales, enfin, quand je dis préparer plein de gâteaux pour son crush, bien évidemment. Et donc on va un peu vivre sa vie d'adolescente. Et en dernier, nous avons Momo. Momo qui est en plein milieu. Momo, elle est en maternelle et elle est trop mimes. C'est à peu près les seules choses que j'ai à dire sur Momo. Voilà, Momo, vous allez la voir, vous allez faire... Elle a trop une bonne bouille et dès que vous allez la voir, vous allez être juste giga content dans votre vie. Elle a toujours ses gros joues, sa grosse tête comme ça, c'est trop plaisant à voir. C'est un des aspects du chara design que j'aime beaucoup. Vous voyez cette bonne bouille là de Momo juste ici. Et en dernier personnage que nous allons voir de manière assez récurrente, nous avons Harunobu Nikaido, donc le seul que vous n'avez pas vu jusqu'à présent avec le pull blanc. Il a le même âge que Rei, il est 4ème Dan. Alors j'avais pas dit le classement de Rei Kiriyama, lui il est 5ème Dan, donc ils ont un niveau d'écart. Et Nikaido, depuis qu'ils sont très petits, parce qu'ils avaient fait un tournoi dans une école, enfin non, dans un centre commercial, il s'estime meilleur ami et rival à vie de Kiriyama. Il a une santé extrêmement fragile. Il vient d'une famille riche, mais c'est un très bon vivant. Il prend soin de tout le monde, il prend du temps à expliquer les choses, et il met souvent sa santé à détriment pour pousser les choses à son bout. Donc, globalement, vous allez comprendre qu'on suit une aventure de joueur professionnel de shogi. Donc, vous allez plonger dans l'univers du shogi. Le shogi, si vous ne savez pas spécialement ce que c'est, une variante japonaise des échecs. C'est-à-dire qu'aux échecs, on a généralement un plateau de 8 par 8. Et bien au shogi, on passe à un plateau de 9 par 9. Les pièces n'ont pas de couleur comme aux échecs parce que il y a une particularité, c'est que quand vous capturez une pièce adverse, la pièce devient vôtre. Vous la gardez en réserve et à n'importe quel moment, vous pouvez la jouer à la place de déplacer un pion, enfin une de vos pièces. Donc c'est un jeu avec une stratégie encore plus avancée que les échecs. Les échecs où les coups sont extrêmement définis et tout est calculable. On a mathématiquement trouvé tous les coups possibles et donc des IA peuvent jouer aux échecs et sont souvent meilleurs que des vraies personnes. Au shogi, une partie peut durer plusieurs journées à très haut niveau, vraiment plusieurs journées, donc il y a des pauses dans les matchs, etc. Et toutes les parties sont différentes dans la mesure où on peut prendre les pièces adversaires et les réutiliser, ce qui change énormément la variante par rapport aux échecs. Et donc c'est le jeu le plus populaire au Japon, les échecs étant nettement moins populaires, le shogi étant un jeu de stratégie et donc du coup de tactique très développé, souvent utilisé d'ailleurs à la guerre pour entraîner les personnes sur le plan technique. Donc on va suivre un peu un monde de professionnels. Le manga est d'ailleurs supervisé par des joueurs professionnels de shogi, dont l'auteur a des contacts avec, donc qui viennent valider les plateaux. D'ailleurs, ils font souvent les plateaux de jeu, les coups, etc. Qui permet à l'auteur d'orienter ses storyboards, ce qui est très plaisant, pardon. Et on va suivre justement plein de thématiques autour de cet univers. On va suivre une jeune personne dans un univers professionnel. On va suivre une jeune personne qui est déconnectée un peu de la réalité. Elle est extrêmement isolée. On est professionnel alors qu'on est encore lycéen parce que pour rappel, il a 17 ans. Donc il va être très déconnecté de la vie réelle. Il va avoir des troubles amicaux parce qu'il a beaucoup de mal à se faire des amis. Il est souvent en retrait, c'est une personne très discrète. Il va subir du harcèlement parce qu'il est très différent. Il est joueur professionnel, il gagne de l'argent, il est trop jeune donc il est estimé comme prodige. Tout le monde au shogi l'a à l'œil parce que justement il est considéré comme un futur prodige. Donc quel que soit le monde dans lequel il se balade, il est souvent oppressé, ce qui met dans une atmosphère très oppressante, ce qui se ressent souvent dans les visages de Kiriyama. Le chara design de ce manga est extrêmement très fort pour faire retransmettre ce genre d'émotions et je trouve que c'est limite plus fort que dans certains mangas, vous savez, où c'est un peu exprimé par de la baston, où il y a un grand méchant. C'est très dur d'exprimer une oppression
Alors que dans ce manga, je trouve que l'oppression, elle vous submerge assez facilement, vous vivez très 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 facilement des émotions par rapport aux autres, et c'est un travail très 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 fort de la part de l'auteur. Et l'auteur, parlons-en, parce que encore contre toute attente, 7e semaine consécutive, nous avons une auteure. Je sais pas. Je sais pas si j'ai un auteur dans ma bibliothèque. Je sais pas encore, je l'ai pas trouvé. Il est pas là pour l'instant, ils sont tous cachés. Pour l'instant, nous n'avons que des auteurs avec un E à la fin. Pas pour me déplaire, même moi ça me surprend surtout qu'il y en a autant. Originellement, elle est dessinatrice. En tout cas, elle est devenue connue pour être dessinatrice de manga. Elle a notamment commencé sa carrière, parce qu'au début c'était pas vraiment de la carrière, mais elle faisait des doujinshi. Si vous vous souvenez, c'est reprendre des mangas populaires, en l'occurrence Slam Dunk, sur lequel elle a aussi fait de la reprise, et de les tourner façon Boys Love. Voilà, donc elle s'est un peu fait connaître avec ses premiers doujinshi. Et seulement par la suite, elle est restée dessinatrice et elle est devenue populaire grâce à ça. Et donc, elle a quelques œuvres à son actif. Pour le coup, presque tout est venu en France. Presque tout. Le dernier étant le plus récent qui n'est pas encore venu. On commence avec Comic Q, qui a commencé en 95. Pour le coup, on a quelqu'un d'un peu plus, a priori, âgé, expérimenté que les autres auteurs que nous avons eus, où les carrières commençaient un chouïa plus tard, temporellement. Donc on peut estimer que les personnes sont potentiellement plus jeunes. Comic Q, c'est en 12 tomes. Ça a également été édité par Kana en France. C'est un recueil d'histoires courtes. Donc vous allez retrouver plusieurs auteurs différents là-dedans, vu qu'il y a différentes histoires courtes. Mais la vraie série qui l'a fait exploser, ça s'appelle en français Honey and Clover. Personnellement, je ne l'ai pas lu. C'est également Kana qui a décidé de l'exporter. Je pense qu'ils ont une confiance aveugle en Chikao Mino. Ils ont vraiment une bonne confiance en elle. C'était une série en 10 tomes. C'est extrêmement connu au Japon. C'est arrivé jusque chez nous. Ça a eu un certain succès également. Et en 2007, elle avait commencé March Coming Like a Lion de son côté. Et c'est seulement plus tard, donc en 2017, comme je vous l'avais dit, que c'est arrivé chez nous. Donc du coup, toujours par Big Kana, bien évidemment. Et elle a commencé un spin-off en 2015. En 2015, voilà, je ne dis pas de bêtises, elle a commencé en 2015 un spin-off sur celui-là que vous allez rencontrer dans la série, si vous lisez March Coming Like a Lion, qui est actuellement le président de l'association de shogi. Et donc ça s'appelle March Coming Like a Lion, Les Temps Brûlants. C'est pas encore édité en France. Il y a quand même déjà 10 tomes qui sont sortis. Je sais pas trop ce qu'ils attendent. Peut-être que le succès de la série est trop modéré pour qu'ils se disent le spin-off va marcher et va vendre. Surtout que le président de l'association de shogi, c'est un personnage à part entière. Mais c'est pas un personnage qui va vous prendre aux tripes comme Kiriyama. Donc je pense qu'ils se sont dit, celui-là, ça va peut-être pas marcher. Ils ont peut-être raison à ce niveau, je peux pas leur donner tort. Et donc ça fait déjà, entre guillemets, un premier contenu dérivé de notre série. C'est pas mal d'œuvres, pour le coup, je suis même assez surpris qu'il y en ait limite un 100% qui soit international, sauf le dernier, comme dit, qui est en spin-off de la série principale. Souvent ça se comprend à ce niveau. Mais concernant du contenu dérivé, on n'est pas vraiment en reste. Nous avons un magnifique animé, comme vous le voyez déjà, qui est disponible en simulcast FR sur Wakanim. Et si vous n'avez pas d'abonnement Wakanim, le bonus, c'est la maison qui offre. Les 2 saisons sont disponibles sur Netflix. C'est cadeau, l'abonnement Netflix, vous êtes vachement plus à l'avoir. C'est disponible sur Netflix. C'est disponible depuis 2016. Donc, enfin, l'anime existe depuis 2016. Ils n'ont pas pris beaucoup de temps à le traduire chez nous. Il y a au total 44 épisodes. Ne prenez pas peur sur le nombre d'épisodes. Les épisodes de manga font généralement entre 20 et 30 minutes. Vous n'allez pas avoir 44 épisodes de Narcos qui font 1 heure. Et donc le tout a été séparé en 2 saisons. On va se faire un coucou sur l'écran. On va se mettre là et on va regarder.
Kiriyama Rei, C'est un peu fort, hein. C91 組5段18歳職業 C'était un peu fort. On recommence. 桐山玲 C91 組5段18歳職業プロ棋士いらっしゃい。空から降りてきたピースを拾い集めてたらいつかたどり着くだろう。一人きりの自由なブロック立てるんだ。あなただけの地図吐いて。お前将棋やってて楽しい？俺とお前の伝説の始まりなんだぞ。進む我が孫。本当おじいちゃんには困ったな。あれなんだこれ、笑って喋ってる学校で。学校で何かあったのかな。家族を大切にできないやつはクズだ。これはいい、これはダメ、全部お前が決めん。強くなればなるほど負けた時は悔しいか。喧嘩は口で済んだ、将棋でやれ。もとよりここは鬼の住みか。火の玉みたいに傲慢で気の強い人間しかおらんのにな。この小さな番しかすがれるものはもはやなかった。刺して刺して刺して刺し続けて、そうして僕は今ここにいる。Voilà. Ça, c'était notre trailer. Vous avez pu observer quelques décors. C'était le trailer, malheureusement, de la saison 2, mais je l'avais visionné avant. Je m'étais assuré qu'il ne spoil rien, en fait. Je m'étais juste assuré qu'il ne spoil rien, histoire d'être tranquille. Donc, vous avez vu un trailer de la saison 2. Mais en termes de graphisme, la saison 1 est tout aussi impactante visuellement. En termes de décors, vous avez des très beaux décors. Globalement, la majorité se passe en ville. Et en l'occurrence dans un petit quartier. Donc petit quartier qui mêle un peu un Japon moderne à un Japon un peu traditionnel, parce que vous allez retrouver de la petite maison en bois très étriquée où ils vivent du coup à 4, vu qu'il y a la famille Kawamoto dedans. Vous allez retrouver ce petit Japon. Vous allez retrouver également la vue depuis le pont depuis l'appartement de Kiriyama qui habite près d'un pont, et donc il a une vue sur l'eau qui est magnifique. Souvent ça transperce comme ça assez souvent, les paysages sont assez beaux et ça nous emmène avec. Moi j'aime beaucoup, et l'histoire évolue beaucoup du 1 vers le 2, évolue beaucoup dans le temps. Actuellement je suis arrivé au moment où justement Kiriyama a 18 ans. Je suis dans cette partie en termes de lecture de la saison 2. En termes d'animé, j'essaye toujours de rester en retrait par rapport à ma lecture parce que j'ai envie de le découvrir dans ce niveau. Mais voilà, ça c'était le premier anime, le premier contenu dérivé qui existe. Donc c'est cet animé disponible sur Wakanim si vous avez votre abonnement Wakanim, et sur Netflix si vous avez votre abonnement Netflix, qui vous permet de le visionner, de vous faire une idée si jamais vous n'avez pas les moyens de vous l'acheter. Et en termes de contenu dérivé, rassurez-vous, ce n'est toujours pas arrivé chez nous. C'est un live action. Un film live action, encore pour changer. C'est étrangement populaire au Japon pour je ne sais quelle raison. Chez nous, ça nous échappe. C'est souvent plutôt mêlé à du cringe et du mal-être. J'ai pas visionné spécialement d'images. La seule chose que je peux vous dire, c'est que même le film a été fait en 2 parties. Mais que le film date de 2017. Donc entre-temps, il y a encore eu d'autres tomes qui sont sortis. Globalement, je pense qu'en animé, ça doit correspondre à la saison 1. Et s'ils ont dû faire ne serait-ce que la saison 1 en 2 parties, c'est qu'elle est quand même dense. Vous avez beaucoup de choses à découvrir sur les personnages, beaucoup de personnages à découvrir, beaucoup d'histoires, beaucoup d'émotions à traverser, beaucoup de choses à apprendre sur le shogi.
parce que le shogi, pour nous, c'est quelque chose de très méconnu. Et donc, forcément, quand on lit des coups, eh bien, on les comprend un peu moins. Avoir des bases en échec, personnellement, ça m'a aidé. Et ne pas avoir de connaissances dans le shogi, je pense que ce n'est pas une faiblesse du manga, parce que c'est totalement prenant. Comme plein de gens se sont laissés prendre par la série Le Jeu de la Dame, alors qu'ils n'y connaissaient rien en échec. Je pense que là, de la même manière, il n'y a absolument aucun frein à la lecture. Il y a notamment beaucoup de pages. C'est un des mangas, justement, qui doit me prendre dans le plus de temps à lire pour une simple et bonne raison. Voilà. C'est que entre les chapitres, vous allez retrouver des pages entières. Vous allez retrouver des pages, une page généralement, des fois il y en a deux. Vous allez retrouver une page qui s'appelle souvent la rubrique du shogi. Et vous apprenez pas mal de choses sur le shogi, en l'occurrence des choses qui ont été traitées dans le chapitre ou qui vont être traitées dans le chapitre, qui vous permet d'augmenter votre compréhension sur le système de fonctionnement de la vie d'un joueur pro, le système de fonctionnement des dan, le système de fonctionnement d'une partie, explication de coups théoriques qu'on voit dans le manga, etc., sous forme de partie. C'est extrêmement complet. Et personnellement, je trouve ça extrêmement bien. J'ai oublié de vous mettre la musique de nouveau. Personnellement, je trouve ça extrêmement bien et ça apporte un plus non négligeable, vraiment non négligeable à la lecture, qui la rend d'autant plus agréable parce que vous découvrez en même temps que vous lisez des choses qui sont, pour moi, je pense, plutôt intéressantes. La preuve étant que j'ai voulu apprendre le shogi. Ma copine m'a offert un plateau de shogi et que quand j'ai besoin de jouer contre une intelligence artificielle, parce que malheureusement il n'y a pas de simulateur, enfin j'ai pas trouvé de simulateur de shogi comme on peut trouver de simulateur d'échecs, et bien du coup je joue contre ma Switch parce que c'est dans 51 jeux mondiaux. Vous avez 51 Worldwide Games qui est sorti sur Switch. Et vous avez du mini shogi qui est, vous savez, l'initiation pour des enfants. C'est un plateau, je crois, de 5 par 5 ou de 6 par 6, je sais plus. Je crois que c'est du 5 par 5 si je dis pas de bêtises. En fait, il y a moins de pièces, mais ça vous permet de vous initier aux bases du shogi. Et ensuite, vous passez à un plateau de shogi normal, donc en 9 par 9, qui vous permet là d'apprendre, de faire des vraies parties vachement plus longues. Et moi, personnellement, ça m'a créé un réel intérêt pour ce sport. Je pense que c'est un sport à part entière, comme les échecs. Peut-être, je sais pas si les dames peuvent être considérées comme un sport. J'en ai jamais entendu parler à si haute échelle. Mais c'est quelque chose de très très plaisant à découvrir et qui a été très plaisant à découvrir et que je découvre encore aujourd'hui avec ce manga. Et donc voilà, comment vous conseiller plus la lecture, hormis le fait qu'il n'y a aucun frein, des sujets qui sont intéressants, divers et surtout très bien amenés. Donc comme je vous l'ai dit, il y a des sujets d'histoire de famille, il y a des sujets d'harcèlement, d'isolement, vraiment des sujets très variés, il y a du deuil. Il y a plein de phases. Et ces phases ont l'air très négatives dit comme ça, mais finalement c'est que des gens, c'est que des personnes qui essaient de se tirer vers le haut. Et je pense que ça c'est le plus important, c'est ces phases de comment se tirer vers le haut, les mentalités. Et moi personnellement je trouve ça très très plaisant. Et c'était très bien amené comme sujet et très agréable à lire. Voilà ce qui conclut notre V2Tech. Donc c'était la 7e émission. Je vous remercie de regarder ça sur YouTube et je vous remercie également si vous êtes là sur Twitch d'avoir suivi cette V2Tech. Ça me fait toujours extrêmement plaisir de vous voir chaque soir, chaque semaine. Et n'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, comme je vous l'ai dit, il y a un petit bouton s'abonner qui doit traîner par là. Il y a un petit bouton j'ai bien aimé le contenu de la vidéo qui doit traîner par là, avec juste en dessous un petit bouton partager si tu penses qu'il y a des gens dans ton entourage que ça peut intéresser et qui aimeraient bien découvrir ce genre de nouveautés. N'hésite pas à cliquer également sur la chaîne si tu veux voir les autres vidéos ici présentes. Merci à tous. On se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo tech, lundi soir en live.
samedi pour une Aftertech. Je vous fais des gros bisous. Bye YouTube.